Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Select USA organisé par l'ambassade des États-Unis en France, Select USA et Altios. Donc, vous aurez le plaisir de découvrir un panel d'experts et de dirigeants d'entreprise qui vont pouvoir vous donner leurs conseils, retours d'expérience pour préparer au mieux votre stratégie d'implantation sur ce marché américain. Merci à vous tous. On aura à la fin de cette session une série, un espace de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Vous avez une fonction de chat sur la plateforme. Donc, adressez directement vos questions, que l'on puisse les reprendre et les adresser à l'ensemble de nos experts. Alors, pour la partie introduction, je vais simplement, moi, me présenter dans un premier temps et ensuite, je laisserai les personnes de l'ambassade des États-Unis se présenter et intervenir et présenter également Select USA. Donc, je suis moi-même Patrick Ferron, l'un des associés fondateurs du groupe Altios. J'ai passé 5 ans en Amérique du Nord, dont quelques années à New York, et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement, l'implantation des entreprises sur le marché nord-américain, avec des bureaux directement sur place à New York. Nous intervenons dans toutes les stratégies de développement, de conseil, d'assistance commerciale et surtout d'implantation, que ce soit par filiale, au travers de solutions RH, de recrutement ou de portage salarial et d'hébergement au sein de nos bureaux, et puis de croissance externe. Ce que l'on voit, c'est que la période que l'on connaît aujourd'hui pousse beaucoup d'entreprises à redéfinir leur stratégie, notamment sur l'Amérique du Nord, et que l'on a depuis 12-18 mois de plus en plus de projets d'implantation sous une forme d'implantation directe par croissance externe ou implantation industrielle. Je vais maintenant laisser passer la parole à Scott Pozil qui va vous présenter un peu plus les services de Select USA et de l'ambassade des États-Unis. Scott, c'est à vous. Bonjour. Je me réjouis du grand nombre de participants pour cette session Select USA sur l'investissement aux États-Unis. Je voudrais, sans attendre, vous présenter et passer la parole à notre chargé d'affaires ad interim, M. Brian Aguilar. Brian Aguilar est chargé d'affaires ad interim à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris, France. Il occupait précédemment le poste de chef de mission adjoint de 2019 à 2021 et de ministre conseiller aux affaires politiques de 2017 et à 2019 à l'ambassade des États-Unis à Paris. Brian, le parole est à vous. OK. Merci Scott. Et bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Select USA. Je suis ravi de voir autant de représentants d'entreprises de toute la France nous rejoindre aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord remercier les intervenants qui vont partager avec nous leurs expériences d'implémentation aux États-Unis, ainsi que les dirigeants d'entreprises françaises qui ont témoigné au travers de vidéos sur leur parcours d'investissement aux États-Unis. Il est essentiel de maintenir des liens commerciaux et d'investissement forts entre la France et les États-Unis pour garantir le succès à long terme de nos deux pays. C'est un élément majeur de notre relation bilatérale. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à notre partenaire Altios International qui a collaboré avec les services commerciaux de l'ambassade, nos consulats de Marseille et de Strasbourg, ainsi que nos bureaux régionaux présents à Bordeaux, Lyon et Rennes pour organiser et promouvoir ce webinaire. Toutes mes félicitations également à l'équipe des relations publiques de l'ambassade qui a produit et publié sur notre site les vidéos de témoignages d'investisseurs. La mission diplomatique américaine en France a pour objectif de renforcer les relations commerciales et l'investissement entre nos deux pays. La pandémie actuelle génère des grosses difficultés pour les dirigeants d'entreprises comme vous qui ont besoin de se rendre aux États-Unis pour s'occuper de leurs implantations. Et j'espère cependant que vous pourrez
dans un avenir proche, de nouveau voyager et poursuivre vos activités en présentiel aux États-Unis. Les États-Unis ont le marché, le climat des affaires et les ressources pour attirer les entreprises les plus innovantes et les plus prometteuses du monde entier. Les investisseurs étrangers aux États-Unis peuvent facilement développer leurs affaires et trouver une main-d'œuvre bien formée et qualifiée, des incitations à l'investissement et bien plus encore. Réussir sur le marché américain peut conduire au succès à l'échelle mondiale et Select USA, en partenariat avec d'autres agences fédérales et les agences de développement économique des États américains, travaille sans cesse pour faire des États-Unis un environnement accueillant, propice à la création et au développement des entreprises. Les investisseurs étrangers jouent un rôle clé pour assurer la croissance économique et la prospérité des États-Unis en créant des emplois bien rémunérés dans de nombreux secteurs, en stimulant l'innovation, en investissant dans la recherche et le développement et en stimulant les exportations. En raison de leur situation géographique, les États-Unis sont une porte d'entrée vers d'autres pays d'hémisphère occidental et les investisseurs français peuvent profiter de nos accords commerciaux avec ces pays pour exporter leurs produits et services à partir des États-Unis. Les investisseurs français emploient plus de 730 000 Américains dans pratiquement tous les États et dans de nombreux secteurs. Ils stimulent la croissance économique des États-Unis et contribuent au bien-être et à la prospérité des communautés dans lesquelles ils sont implantés. L'avenir promet d'être passionnant car les synergies entre les économies françaises et américaines offrent un éventail d'opportunités commerciales très vaste. On anticipe par exemple que les technologies vertes et bleues qui soutiennent les efforts de lutte contre le changement climatique généreront une collaboration forte et essentielle entre les entreprises françaises et américaines. Et nous prévoyons d'ailleurs d'organiser un événement spécifique plus tard dans l'année pour faciliter les partenariats entre les entreprises françaises et américaines dans le secteur des énergies renouvelables et des technologies des réseaux intelligents. Je suis très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui pour entendre des témoignages d'un panel d'intervenants expérimentés autour des investissements aux États-Unis. Et je vous encourage à vous inscrire au sommet pour l'investissement Select USA du mois de juin, qui sera complètement virtuel et vous permettra d'entendre des intervenants de haut niveau, représentants du gouvernement fédéral américain, gouverneurs d'État américains, hommes d'affaires et femmes d'affaires, je dois dire, représentants des bureaux de développement économique des États américains, entre bien d'autres. Notre mission diplomatique en France vous fournira plus de détails sur le sommet et comment vous inscrire. Enfin, ce webinaire est un premier rendez-vous avec nous, mais soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour vous aider à établir et développer vos activités aux États-Unis. Merci encore à tous. C'est formidable de vous voir virtuellement, on doit dire, et bonne chance. Merci beaucoup, Brian. Alors, je voudrais aussi préciser que vous êtes actuellement l'ambassadeur par intérim, donc de l'ambassade des États-Unis en France. And now I'm pleased to welcome Ryan Wallace. Ryan is a senior investment specialist based at the Department of Commerce in Washington, D.C. If you can just, Ryan, let us explain what is Select USA and the Select USA Summit for 2021.
Great, thank you, Patrick, and good afternoon, everyone. Certainly appreciate the opportunity to speak with you all this afternoon. Just wanted to share a bit more about the Select USA program and what we can do to help you expand your business to the United States. So if we can go to the next slide, please. So Select USA is the U.S. government's foreign direct investment promotion program, helping international companies from around the world establish a job-creating physical presence in the U.S. As a federal agency, we are geographically neutral, so we don't steer companies to a particular city or state or region. Instead, what we look to do is to provide you with actionable information to help inform your decision-making process. Once you've developed a short list of communities or locations that you're interested in expanding your business to, we can then help connect you to the relevant economic development organization or EDO for the jurisdiction that you are interested in. All of our services for international companies are completely free and treated as business confidential. So we are here throughout the year to help you grow your business in the US. So quickly, just a few facts on French foreign direct investment in the US. France is the 6th largest source market of foreign direct investment in the United States. French companies have invested nearly $311 billion in the US, and the US subsidiaries of French companies support more than 780,000 US jobs. They invest more than $4.2 billion in innovative research and development. And they also help to grow US exports by more than $25 billion. The top sectors for investment from France in the US include software and IT services, business services, chemicals, financial services, industrial equipment, and communications. But we are sector agnostic at Select USA, and so we are more than happy and ready to assist your company in growing your business in the US. Next slide, please. So just some additional points as to why the US is a great market for you to expand your business, or if you're already here, to further expand. But once you are able to establish your business in the US and develop success, you're able to then develop success globally. And through the US Commercial Service, if you're looking to export, we can then help you export to other markets throughout the world, including the Americas. With an annual GDP of more than $20 trillion and a population of over 325 million, the US is the world's most attractive consumer market with unmatched diversity. There's also a thriving culture of innovation, the most productive workforce you will find worldwide, and a great opportunity to protect your intellectual property in the United States. Next slide. So just want to talk a bit more about our flagship event, the Select USA Investment Summit. The Investment Summit will take place virtually this year, June 7th to 11th, and we look forward to having you join the French delegation. This is, as I mentioned, our flagship event where we bring together prospective investors like you, companies that are looking to expand to the United States, as well as the economic development community from across the United States. In 2019, for example, we had more than 1,200 investors from 76 different markets around the world, as well as about 1,000 economic development representatives from the 56 US states and territories. So over the course of the week, it's a great opportunity for you to have those one-to-one meetings with the different communities to hear what they have to offer and why they may be best suited to host your business. It's also a great opportunity to hear from the Secretary of Commerce and other cabinet secretaries, as well as governors and members of Congress, in addition to leading US and international CEOs to talk about opportunities in the US marketplace. We also, for the smaller and medium-sized enterprises, on the first day, we have an academy session where you can it's sort of broken out into all the key areas that are important in terms of setting up your establishment in the US. So there's a session on business structures and formation, a session on taxes and accounting, one on visas and immigration, hiring staff in the US, so sort of everything you need to know about setting up in the US, as well as a bunch of industry specific events, in addition to our Select USA Tech offering for the startup and scale up tech companies. So certainly very much encourage you to take part in the Select USA Investment Summit next month in June. And if you have any questions about signing up, please feel free to contact my colleague, Olivier Colette at the US Commercial Service in France. Thank you.
Merci beaucoup, Ryan. Thank you so much, Ryan, for your speak. Je dois dire que Select USA, c'est vrai, depuis un an, est organisé en format digital comme beaucoup d'événements. Mais Altios, on y participe depuis la première édition en 2013. Et si vous avez l'occasion de vous y rendre, c'est un événement assez fabuleux qui se déroule sur 2-3 jours à Washington, D.C., où vous aurez l'occasion de vous retrouver avec 2000-2500 autres entrepreneurs du monde entier qui regardent vers ce marché américain pour des projets de développement, d'implantation, d'investissement, et que vous aurez face à vous à la fois des sessions, des conférences, mais également donc les 50 États américains, les 50 agences de développement économique américaines qui seront présentes pour pouvoir aussi répondre à toutes vos questions et vous conseiller dans vos projets d'investissement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette prochaine édition au mois de juin qui se déroulera en format digital. Olivier Colette, que vous avez aperçu à l'écran, est basé au sein de l'ambassade des États-Unis à Paris et pourra aussi vous accompagner dans votre projet. Merci beaucoup. On va maintenant, je vais laisser la parole à une avocate, Stéphanie Messas, qui est basée à New York. Stéphanie, tu diriges un cabinet d'avocats de Messas Law et je te laisse intervenir en fait sur tout ce que l'on doit intégrer dans le cadre d'un projet d'implantation aux États-Unis d'un point de vue juridique et légal. Merci à toi. Merci Patrick. Tout d'abord, je remercie l'ambassade Select USA et Altios évidemment de me donner cette opportunité de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des aspects juridiques d'une implantation aux États-Unis. Patrick, next slide. On va discuter de 4 sujets bien précis. Le premier étant créer sa filiale. Le deuxième, bien s'entourer en interne et au-delà. Le troisième, ne pas minimiser l'importance d'un contrat aux États-Unis. Vous allez voir, c'est très différent du système européen. Et enfin, comment bien protéger sa propriété intellectuelle. Passons au slide numéro 1, créer sa filiale. Next slide. Donc, il n'y a aucune obligation légale de créer une filiale quand vous exploitez le territoire américain. Vous pouvez tout à fait le faire par le biais d'un agent, d'un distributeur. Cependant, les bénéfices qu'une filiale accorde sont énormes par rapport au prix que ça peut coûter ou même les devoirs administratifs que cela engendre. Une constitution d'une filiale est rapide et relativement peu chère. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle protège la société mère dans la mesure où, s'il y a un litige, la partie tierce va s'attaquer à la filiale qui, a priori, n'aura pas beaucoup d'actifs et la société mère ne sera pas touchée. Par ailleurs, une filiale américaine est beaucoup plus facilement réglementée par la loi américaine que si vous exploitez le marché américain avec une société française. Et ce qui est aussi très important, cela va vous donner un poids commercial face à vous, non seulement à vos partenaires commerciaux, mais aussi vos compétiteurs. Next slide. Merci beaucoup. Alors, il y a 4 points importants au niveau de la filiale américaine. Elle va vous permettre de payer vos propres impôts. Et quand je dis ça, ça veut dire que dans de nombreux cas, les actionnaires de la société n'auront pas besoin de faire des déclarations aux US selon le type de structure que vous allez choisir. Elle va pouvoir obtenir sa propre assurance. C'est très important, surtout dans un climat de Covid, parce que les couvertures ne sont pas les mêmes. Elle va aussi embaucher ses propres employés. On va parler des employés un peu plus tard dans la présentation, mais c'est très important parce que vous allez voir, les lois américaines face à l'embauche et même le licenciement de vos employés sont plus flexibles que les lois françaises. Et enfin, vous allez pouvoir signer vos propres contrats avec cette société. Et encore une fois, ça va vous permettre d'avoir une barrière face à la société mère et à ses actifs. Quand vous allez créer une entreprise américaine, vous allez évidemment avoir vos conseils qui vont vous aiguiller, mais vous allez tout d'abord choisir le type de structure de la société. Alors, bien évidemment, tout ça va dépendre de votre cas individuel, des avantages et désavantages fiscaux à votre situation, mais généralement, pour les entreprises françaises, il y a 2 types de structures, Limited Liability Company ou une corporation.
Le second sujet est choisir l'état d'incorporation. Alors non, le Delaware n'est pas un paradis fiscal. Généralement, je conseille à mes clients de choisir l'état d'incorporation par rapport où l'activité commerciale de l'entreprise se trouve, mais aussi par rapport aux avantages, que ce soit au niveau budget, que ce soit au niveau des employés qu'ils recherchent. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand on choisit l'état d'incorporation. Le troisième point est qu'il faut bien anticiper son budget. J'imagine que vous le savez, les budgets ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas de capital social aux États-Unis. Par contre, une entreprise ne peut pas être sous-capitalisée. Et ça, c'est très important. Et vous pouvez aussi parler avec vos conseillers ou conseillères d'ailleurs, locaux, pour déterminer un budget adéquat pour votre entreprise. Et enfin, il faut avoir une idée de la gouvernance des entreprises américaines. Pourquoi ? Parce que chaque personne, d'abord, elle est très différente de la gouvernance française, et chaque personne va avoir un titre, une position et des obligations. C'est important évidemment d'avoir des gens de confiance, mais aussi de savoir dans quelle mesure ils peuvent engager votre entreprise, que ce soit contractuellement ou au-delà. Le prochain sujet est bien s'entourer en interne et au-delà. Nous allons d'abord discuter de vos employés. Alors, ceci est une semi-blague. Pourquoi ? Je fais mon métier maintenant depuis 15 ans et il y a des sujets qui sont récurrents au niveau juridique dans l'implantation des boîtes aux États-Unis. Un des sujets est que beaucoup d'entreprises décident d'envoyer une personne locale, généralement junior ou voire même un VIE, pour tester le marché américain. Le problème avec ça est que la personne n'a ni le réseau nécessaire, n'a ni une connaissance de la culture locale, ni une connaissance de l'industrie. C'est très important quand vous commencez à considérer d'embaucher des employés, de penser à embaucher des gens locaux. Et vous allez voir, on va parler aussi de vos experts en externe. Vous avez des boîtes comme Altios qui peuvent vous aider dans ce processus d'embauche. Next slide, Patrick, merci. Au niveau de l'embauche, effectivement, c'est beaucoup plus facile qu'en France ou qu'en Europe, mais quand même, il y a des devoirs juridiques très importants. Vous devez connaître les lois fédérales et étatiques applicables. Un employé est géré effectivement par les lois fédérales, mais aussi les lois de l'État dans lesquelles il travaille. Alors effectivement, vous n'êtes pas censé connaître toutes les lois, mais en tout cas, ayez un conseil qui peut vous guider et vous aiguiller pour tout ce qui est embauche, licenciement, questions journalières, congés, etc. Il est très important, mais pas obligatoire, d'avoir une lettre d'offre d'emploi parce qu'aux États-Unis, et on parlera de l'importance d'un contrat, s'il n'y en a pas, les tribunaux vont regarder la loi par défaut, qui n'est pas souvent du côté de l'employeur. On veut avoir toutes les clauses nécessaires car les litiges et voire même des accords à l'amiable ici sont très très chers. Vous voulez aussi vous assurer de bien qualifier vos employés ou les individus en tant qu'employés et ou en freelance. Ce n'est pas une entreprise ni un individu d'ailleurs qui choisit son statut en tant qu'employé ou ce qu'on appelle ici un independent contractor, mais c'est le département du travail et l'IRS qui ont une série de facteurs et généralement c'est le type de contrôle qu'une entreprise va avoir sur ces personnes-là qui vont déterminer son statut. Et ceci est important parce qu'une mauvaise qualification de ces individus peut engendrer des pénalités, un audit et au final, ça va vous revenir très très cher. Aux États-Unis, au niveau de droit du travail, il y a un concept très important qui est le concept d'at-will, c'est-à-dire que, à l'inverse de beaucoup de pays en Europe, vous pouvez licencier une personne à tout moment sans préavis pour n'importe quelle raison, sauf évidemment une raison discriminatoire. Ceci est très important parce que ça accorde une flexibilité aux employeurs sans nom. Évidemment, il y a des lois liées au licenciement et il faut penser à certains contextes, surtout ceux qui rendent un licenciement plus complexe. Mais en général, il faut savoir que le marché du travail américain est beaucoup plus flexible. Et enfin,
Il ne faut pas minimiser l'importance d'avoir des politiques d'entreprise, d'abord pour démontrer que vous êtes en conformité avec donc toutes ces lois fédérales et étatiques dont je vous ai parlé plus tôt, mais aussi pour détailler vos attentes face aux employés. Elles permettent de protéger l'entreprise en cas de contentieux pour démontrer on avait une politique, elle est très claire et l'employé ne l'a pas respectée. Next slide, s'il te plaît, Patrick. Merci beaucoup. Au niveau de l'embauche et de ce qu'il va y avoir dans une lettre d'offre d'emploi. Ça aussi, c'est très important de bien s'entourer par des conseils locaux et de ne pas forcément donner les mêmes bénéfices que la contrepartie française. Il faut regarder évidemment la loi, donc les salaires minimums, etc. Mais aussi, il faut être compétitif parce qu'effectivement, comme les employés sont at will, non seulement vous pouvez les licencier, mais ils peuvent eux aussi résigner sans préavis. Et donc, un moyen de les fidéliser, c'est d'avoir des salaires et des bénéfices compétitifs face à vos compétiteurs. Donc, il faut regarder les pratiques de l'industrie, aussi comment une personne du même titre, quels sont les bénéfices d'une personne du même titre au niveau géographique et quelles sont les pratiques autour de son embauche, mais aussi de licenciement. Y a-t-il des indemnités de licenciement, par exemple, pour une personne de cette position-là dans la même industrie? Next slide, merci beaucoup. Choisissez vos experts. Et je m'explique, et c'est un point très important. Quand vous commencez à exploiter le territoire américain et que vous avez un désir d'expansion, il est impossible de connaître ce marché-là aussi bien que le marché français avec lequel vous avez une expérience particulière. Il faut embaucher des experts locaux de la même manière que vous embaucherez ou que vous travaillerez avec un associé ou un business partner. Et je m'explique. Il faut plus ou moins les interviewer. Quelle est leur connaissance du marché? Quel est leur réseau dans votre industrie? Connaissez-vous des compétiteurs qui utilisent ces mêmes experts? Avez-vous quelqu'un qui peut vous recommander? C'est très important. Altios, par exemple, je travaille sur de nombreux dossiers avec eux. Je peux vous dire qu'ils sont performants, réactifs et très efficients. Et ça aide énormément entre vos différents conseillers d'avancer et d'accroître votre entreprise de manière efficace. Ce sujet, alors si vous retenez une seule chose de toute ma présentation, c'est l'importance du contrat. C'est très important. Il faut savoir qu'à l'inverse de la France, le système juridique américain, et évidemment, je vais pas tout expliquer tout de suite, mais de manière très concise. Le droit américain repose sur les statuts, les lois donc fédérales et étatiques, et par la suite, il va y avoir des cas de jurisprudence que les tribunaux vont aborder. Les contrats, dans ce système-là, vont avoir une importance prioritaire, c'est-à-dire que les tribunaux vont les utiliser pour transiger et pour savoir quel est le partenaire fautif. C'est pour ça qu'il faut avoir des contrats très solides. Il ne faut laisser aucune place à l'ambiguïté. Et juste pour vous donner une idée, quand une personne va en école de droit, une des premières choses qu'on vous apprend, c'est à imaginer tous les pires scénarios et cas de figure possibles pour justement avoir des clauses pour protéger son client. Les scénarios que je revois en continu avec mes clients, c'est tout simplement de se dire bon ben ça c'est un petit agent, on lui paye pas beaucoup, alors on va éviter le contrat, c'est pas grand chose, de toute façon on a des gentleman agreements en France et on fonctionne souvent avec une poignée de main. C'est pas une bonne idée. Un contrat même court peut vous éviter des litiges qui sont très chers aux États-Unis. Vous savez, c'est le sport national. Il y a aussi le piège souvent que je vois du contrat américanisé. Il y a des clients qui viennent me voir qui me disent Stéphanie, tu sais quoi, j'ai ce contrat-là en français, est-ce que tu peux me le traduire et me le mettre en conformité avec le droit américain? C'est pas possible non plus, tout simplement parce que les contrats américains ont un format particulier. Vos partenaires commerciaux le savent. Et si vous leur donnez une traduction, d'abord, ça va pas vous protéger adéquatement et aussi, vous allez perdre de la crédibilité.
L'autre sujet, c'est qu'il faut éviter l'ambiguïté. Je vous l'ai dit, l'ambiguïté laisse place au contentieux et contentieux coûte cher. Le sujet récurrent aussi que je vois, c'est les copier-coller. J'ai des clients qui ont donc des partenaires juridiques en interne et donc qui essaient de rédiger des contrats et vont prendre des contrats online, font des copier-coller de nombreuses clauses. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, ça ne marche pas. Certaines clauses sont en conflit les unes des autres. Évitez cela. Et évidemment, soyez sûr d'avoir des clauses nécessaires, surtout post-Covid. Il y a des clauses qu'il ne faut jamais oublier. Les clauses de force majeure, par exemple, vous permettent de sortir d'un contrat si nécessaire en cas de quarantaine, en cas d'ordre du gouvernement. Ça vous permet aussi d'avoir des solutions alternatives. Si, par exemple, il y a des obligations qui doivent être faites en personne, on peut repousser l'échéance. Chaque clause a une importance prépondérante dans un contrat. Le dernier sujet important est protéger sa propriété intellectuelle. Comme vous le savez, la propriété intellectuelle aujourd'hui de mes clients et des boîtes en général est un actif des plus importants, que ce soit pour une start-up des secrets propriétaires comme le coding, mais aussi que ce soit juste un univers de la marque. La première étape quand vous exploitez le territoire américain, c'est d'identifier sa propriété intellectuelle. Quels sont vos actifs qui vous donnent un avantage concurrentiel ? Une fois que vous avez une liste, vous, avec votre conseiller juridique local, vous allez déterminer quelles mesures stratégiques et évidemment opérationnelles sont nécessaires pour protéger cette propriété intellectuelle et les vols de, par exemple, les vols de votre marque, les vols de certains secrets, les vols de vos listes clients, etc. Et enfin, n'oubliez pas de la renforcer. Certains enregistrements, par exemple, doivent être renouvelés. Les enregistrements de marque tous les 5 et 10 ans. Très important de faire attention, une fois que vous avez les protections nécessaires, que la protection soit toujours mise à jour afin de ne pas perdre cet actif-là qui souvent est l'actif le plus important de la société. Patrick, next slide. Je vous donne des exemples de protection de propriété intellectuelle. Alors, en interne, vous allez avoir des contrats avec vos employés, donc des NDA, ce qui va empêcher ce qu'on appelle ici les disclosures de certains secrets professionnels, surtout si vous avez des employés qui vont travailler pour des concurrents. Vous pouvez aussi faire des cessions de propriété intellectuelle entre deux parties. Il y a des contrats de licence entre la société mère et la société américaine. Vous pouvez faire des dépôts, des recherches d'antériorité, surtout au niveau des marques et des dépôts publics, tout ce qui est marque, brevet, copyright, marque tridimensionnelle. Alors, encore une fois, n'oubliez pas de consulter un conseiller local qui peut vous dire si le coût en vaut la chandelle. Et enfin, pour tous vos contrats avec vos personnes en freelance, donc vos independent contractors, n'oubliez pas d'avoir une clause qui s'appelle ici Work for Hire, où toutes les créations par cette personne appartiendront à la boîte elle-même. Next slide, Patrick. Voilà, alors je sais que c'était très rapide et qu'évidemment, je n'ai pas discuté de toutes les lois applicables concernant les boîtes et leur développement aux États-Unis. Vous avez mon email là. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à me consulter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton intervention qui, même courte, permet aussi de pouvoir maîtriser certains préalables dans le cadre d'un projet de développement sur ce marché américain. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Michel Durieux, qui est le directeur international et le PDG, CEO North America de la société Utopia. Michel, je vous laisse le floor. Merci Patrick. Alors d'abord, remercier Brian, l'ambassadeur, et Scott et Olivier pour cette organisation. Et j'ai retenu une phrase de Brian, c'est un petit clin d'œil, que très bientôt, on va pouvoir entrer et sortir des États-Unis facilement. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous bloque beaucoup dans notre développement. Alors, je vais parler de Utopia. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Utopia, un rapide rappel. C'est tout d'abord une entreprise française. Elle est l'une des références mondiales du tourisme durable dans le camping nature, que l'on appelle maintenant glamping
le camping glamour, c'est la petite touche française. Alors, quelle a été la volonté de Philippe et Céline Bossan il y a 21 ans, quand ils ont créé les premiers campings à Versailles et dans les Alpes et en Touraine? C'était de créer le camping idéal, avoir une immersion dans la nature, avec des équipements légers et réversibles et confortables. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'on est en train de faire une très forte progression au niveau international. Et on a commencé d'abord par l'Amérique du Nord, par le Canada, en 2008, avec un partenariat avec la CEPAC, les parcs nationaux québécois. Et ensuite, une première implantation forte à Sutton avec un village Utopia. Et après, on est rentré aux États-Unis. Et là, on le voit sur la carte. D'abord, Utopia White Mountains en 2017 dans le New Hampshire, dans le Maine en 2019. Et là, cette année, nous ouvrons sur l'État de New York, dans les Adirondacks, et en juin à Paradise Springs, en Californie. Alors, pour que vous ayez une idée à peu près du montant des investissements, chaque site, c'est de l'ordre de 7 à 10 millions de dollars, auquel il faut ensuite, bien sûr, inclure la valeur du terrain. C'est à peu près la création de 25 à 30 emplois. Alors, des chefs de camp les premières années qui viennent de France pour former les Américains, mais ensuite, plus de 90% des employés de nos sites sont américains. La volonté maintenant sur l'Amérique du Nord, c'est d'avoir une croissance à peu près de 2 à 3 ouvertures par an. Donc, on va dire qu'en moins de 5 ans, on aura investi plus de 60 millions de dollars aux États-Unis et créé plus de 150 emplois. Alors, vous allez me demander quelle a été l'évolution aux États-Unis finalement et pourquoi les États-Unis. Alors, d'abord, ça a été aller aux États-Unis par, bien sûr, la richesse des territoires, les espaces naturels qui existent, mais aussi parce qu'il y a une clientèle et les citoyens américains représentent un marché très important, surtout dans le tourisme, puisque, comme toutes les populations, les Américains visitent en premier lieu les États-Unis. Ensuite, comme on va vouloir les faire venir en Europe ou en Asie, où nous sommes aussi implantés, c'est un bon moyen de leur faire connaître notre offre en venant nous implanter sur le territoire. Alors, comment on rentre sur le territoire? Au Canada ou aux États-Unis, ça a été une première base. Philippe et Céline Bossan, les fondateurs, ont passé d'abord beaucoup de temps. Ils sont allés vivre d'abord au Canada et puis après, ils ont beaucoup voyagé aux États-Unis et c'est faire des rencontres, trouver les bons partenaires. La CEPAC, les parcs et réserves canadiens, ça a été la rencontre avec Raymond Dujardin, qui était à l'époque le dirigeant de la CEPAC, et qui a permis de faire rentrer les tentes Utopia à l'intérieur des parcs. Et ensuite, ça a été ce développement, des rencontres en Californie, des rencontres sur l'État de New York, qui permettent d'avoir un partenaire local, qui permet peut-être parfois d'avoir les bons réflexes, les bonnes attitudes. Donc c'est certainement déjà l'un des premiers messages à envoyer pour pouvoir aller aux États-Unis. Deux, bien sûr, on a utilisé donc Select USA avec qui on parle beaucoup et avec Olivier et Scott, aussi l'utilisation du ministère des Affaires étrangères français et Business France qui permettent de faire aussi des avancées et de ne pas aller seul sur certains territoires. Utopia, on est sur le marché du tourisme, donc s'appuyer aussi parfois sur Atout France. Mais enfin, derrière, c'est beaucoup voyager, beaucoup y aller, faire réellement les études adaptées et importantes pour arriver à choisir les bons lieux, les bons endroits, les bons partenaires. Alors après, il nous a fallu nous adapter à des réglementations complexes. C'est-à-dire, on sait que nos réglementations en France ne sont pas simples. Alors nous, dans le camping, c'est très compliqué.
Mais quand on arrive aux États-Unis et au Canada, mais surtout aux États-Unis, chaque État, finalement, a sa réglementation, ses normes. Donc là, il y a une petite astuce qui vient de notre stratégie propre du groupe Utopia. Nous sommes aussi fabricants de chalets avec Equipia qui nous appartient. Nous sommes aussi fabricants de tentes avec Cabanon. Et donc, nous sommes capables de nous adapter à la nature et nous sommes capables de nous adapter à la réglementation, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Donc, c'est réellement étudier la capacité de votre entreprise et la capacité de votre produit à être adapté. Il y a énormément d'adaptations. Si on regarde par exemple sur la Californie, il n'est pas possible de mettre de plomberie sous une toile, donc dans une tente. Ce qui est pour nous un frein, puisque normalement, nos tentes, nous avons des salles de bain à l'intérieur. Elles sont équipées avec des chambres, une petite cuisine, un salon, une terrasse, vous voyez sur l'image, mais il y a de la plomberie dans nos tentes. Donc là, il a fallu trouver une astuce, travailler avec les services des normes de Californie. Nous avons sorti la cabine sanitaire de notre tente et nous l'avons finalement emboîtée derrière la tente pour que la plomberie, en termes réglementaires, ne soit pas dans la tente. Donc là, vous voyez l'importance de la maîtrise, de l'adaptation de l'offre et du produit pour pouvoir arriver finalement à pouvoir s'implanter en Californie. Donc, un deuxième point, le premier, c'est avoir les bons partenaires. Le deuxième point, c'est être bien s'assurer que le produit est adaptable, correspond aux attentes, et ensuite, bien sûr, qu'on arrivera à trouver le moyen de s'adapter à la réglementation. Le troisième enjeu, en termes de construction, bien sûr, on trouve des entreprises locales. Donc, nous, sur ce point-là, on va dire que ça a été plutôt facile, même si les tarifs sont assez élevés, on a quand même trouvé finalement des partenaires de construction très professionnels qui nous ont permis d'avancer. Un enjeu ensuite, puisque Utopia, nous cherchons les terrains, nous designons, nous avons nos équipes d'architectes et d'urbanisme, nous construisons, ensuite nous gérons, nous distribuons. C'est-à-dire 95% de nos réservations passent en direct et ensuite, derrière, nous exploitons les sites. Donc l'exploitation, je vous l'ai dit, entre 25 et 30 employés par site, nous avons un fort enjeu de recrutement et un fort enjeu de formation. Alors, dans le recrutement, dans certains États, c'est très complexe. D'abord parce que les employés sont assez volatiles. On est peu habitué en Europe et surtout en France à cette volatilité du personnel qui peut partir pratiquement du jour au lendemain. Donc là, il y a tout un travail de fidélisation des équipes. Mais ensuite, arriver à rechercher des équipes, on a beaucoup de difficultés et une fois qu'on les a, il faut les former puisque nous devons les adapter à notre offre, à notre produit qui est nouveau sur le territoire américain. Donc là, l'enjeu de pouvoir envoyer facilement nos cadres pour pouvoir former les Américains qui ensuite assurent l'exploitation normalement. Donc là, bien sûr, on a l'enjeu de la Covid qui fait que ça nous ralentit dans ce processus. Enfin, la difficulté des visas, il faut l'avoir en tête parce que même dans le fonctionnement normal, c'est un gros boulot administratif. Et donc là, c'est un message clair pour qu'on arrive à le faire plus facilement. Et là, pendant cette période de la Covid, la difficulté d'arriver à suivre des constructions, des investissements, former des équipes, sélectionner des équipes, sans pouvoir y aller, c'est un enjeu complexe, mais on trouve une bonne main-d'œuvre aux États-Unis. Ce n'est pas simple. Donc là, c'est arriver bien à s'y préparer. Donc c'était la troisième recommandation. La quatrième recommandation et la dernière pour rester dans les temps, il ne faut pas être pressé.
Alors, c'est vrai dans tous les pays, mais on va dire aux États-Unis, il vaut mieux prendre le temps de construire et de créer des relations de confiance sur le territoire pour bien s'assurer finalement qu'on a bien intégré tous ces paramètres au niveau du personnel, au niveau de la réglementation, au niveau des normes. Tout à l'heure, on l'a vu au niveau du juridique, il y a des enjeux qui sont différents État par État. On a eu une présentation globale et puis après, on se rend compte qu'il y a quelques États qui sont plus simples que d'autres et à sens inverse, ou d'autres États qui sont beaucoup plus compliqués. Et habituellement, les États, on va dire, à plus fort développement, donc à plus fort potentiel, sont aussi souvent ceux qui sont les plus compliqués. Donc, une vraie alerte et recommandation plutôt pour dire prenez le temps, ne soyez pas pressés pour arriver à construire une bonne équipe. La culture française s'intègre parfaitement bien à la culture américaine. La France a globalement une très bonne image aux États-Unis, que ce soit en termes d'offres, en termes de produits et en termes de management. Donc c'est un avantage certain. On est bien accueilli et donc là maintenant on ne peut espérer qu'une réouverture rapide pour que on puisse tous continuer nos investissements et je le répète, essayer de faciliter ces échanges et ces entrées des managers. On en a besoin pour arriver à construire des liens, pas seulement commerciaux, pas seulement en termes d'investissement, mais réellement des liens stratégiques entre nos pays et entre nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Et on évoquera un peu plus loin dans notre séance de questions-réponses, on a justement des questions sur la possibilité pour les Français vaccinés de pouvoir voyager aux États-Unis d'un point de vue professionnel. Et je pense qu'on pourra laisser répondre les personnes de l'ambassade des États-Unis. Merci encore beaucoup pour votre intervention. Ce que je retiens, c'est que c'est aussi pour Utopia une affaire d'envie, de volonté, mais de rencontres avec des partenaires locaux pour pouvoir mettre en place l'activité que vous avez mise en place. Et puis je crois aussi que vous avez beaucoup de développement, que ce soit sur le marché américain ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir notre dernier dirigeant d'entreprise, donc Éric Cesbron. Éric dirige la société Élancité basée en France. Et je vais le laisser intervenir pour que vous puissiez présenter un peu votre propre expérience de ce marché américain et conseils et retours pour pouvoir aussi divulguer quelques secrets auprès d'entreprises françaises qui souhaiteraient aussi mettre en place leur projet. Merci beaucoup. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Éric Cesbron, créateur et PDG de la société Élancité basée en France et CEO de la filiale américaine Elancity basée à New York. Je suis heureux de partager mon expérience américaine via cette intervention. Pour ma part, j'ai surtout pour objectif de montrer qu'on peut être une petite structure. À l'époque, on a créé la filiale américaine de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était une vingtaine de personnes. On peut être une petite structure et avoir l'ambition d'aller attaquer, entre guillemets, s'implanter au marché américain et réussir pas trop mal. Tout d'abord, je vais vous présenter dans les très grandes lignes nos activités, ce qu'on fait, que vous compreniez le contexte de notre lancement d'activité aux États-Unis. Patrick, je peux peut-être te laisser lancer la présentation. Patrick? Bon, je vais faire sans la présentation. Élancité, donc on est une société basée à Nantes, créée il y a 17 ans. On est fabricant de solutions de gestion de trafic routier et de communication urbaine. On s'adresse essentiellement aux collectivités locales, plus précisément les mairies. On est leader mondial sur le segment du radar pédagogique, les panneaux qui affichent la vitesse. Vous voulez à 50, 55 avec un petit message qui demande de ralentir.
Donc, on fait à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié à l'export. Et il y a 6 ans, on travaillait essentiellement sur le marché français. On commençait à se développer à l'export via des revendeurs sur certaines zones. Et on avait en ligne de mire le marché américain sur lequel on voulait travailler en direct. Juste, Patrick? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux mettre les slides? Il ne semble pas qu'ils apparaissent. Oui, on a un petit souci technique, donc je te laisse intervenir. Excuse-moi pour ne pas avoir la présentation à l'écran, Oui. Mais je te laisse poursuivre et j'essaie de rétablir tout cela. Ok, ça marche, pas de souci. Donc, on voulait s'implanter directement pour mieux maîtriser le marché américain. Dans la même logique, on a monté 4 filiales en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et à Madrid. En Espagne à Madrid et puis en Italie à Turin. La filiale américaine, donc on l'a créée en 2015. Aujourd'hui, elle fait à peu près 2,5 millions d'euros. On est sur un trend de croissance annuelle d'à peu près 30%. Un effectif de 4 personnes, 4 Américains sur l'activité, 3 commerciaux et un technicien. Et puisqu'on travaille avec les mairies, c'est le nombre de mairies clientes. Donc aujourd'hui, on a 3000 mairies clientes aux États-Unis, réparties de manière très homogène sur les différents États. Donc aujourd'hui, le choix de développer en croissance sur le marché américain est plutôt un succès parce que le marché américain fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires avec des axes de croissance assez importants. Donc voilà, juste sur qui nous sommes et ce qu'on a fait dans les grandes lignes au marché américain. Je vais vous raconter un peu la genèse du projet. Bon, nous, comme on travaille avec les collectivités locales, on a un potentiel qui est en grand rapport avec le nombre d'habitants. Donc, un marché à 330 millions d'habitants, 5 fois plus grand que la France, bah forcément, ça nous intéressait. On s'est implanté en direct, puisque travaillant avec les collectivités, il nous semblait indispensable de travailler avec des interlocuteurs locaux et puis d'avoir une structure juridique locale en rapport également avec la fiscalité. Comment le projet s'est concrétisé? Assez rapidement finalement, c'est une nature assez pressée. En 2015, on a participé à un salon à Tampa, sur lequel on voulait valider surtout l'intérêt que pouvait avoir un salon spécial collectivité locale. On voulait valider l'intérêt des prospects sur notre domaine d'activité. Ça a été fait. Ensuite, on a brillé assez vite. On a cherché un partenaire pour nous accompagner sur toute la partie création, choix de la forme juridique, choix de l'État où s'implanter. Donc, on a commencé à travailler avec Altios et finalement, on s'est rendu compte que bien accompagné, une création de structure pouvait être finalement assez rapide, plus simple que ce que j'imaginais et peu onéreuse. Donc, on a décidé finalement de se lancer assez vite sur le marché américain. Sur cette semaine d'accompagnement Altios, on a pu créer la structure juridique. En juin 2015, elle était créée. Moi, j'avais pas mal d'a priori sur le marché américain, ne le connaissant pas. Finalement, je le regardais vraiment exclusivement de la France. J'avais des a priori sur les droits de douane, qui étaient très élevés, très protectionnistes. J'avais des a priori sur une réglementation très lourde. Et puis des acheteurs dans les collectivités, je les imaginais très chauvins et très made in USA en termes pour privilégier les prestataires. Et finalement, assez vite, je me suis rendu compte que ces a priori étaient un peu surfaits. Et donc, on a commencé l'activité relativement rapidement en prenant le parti de nous border sur les aspects principaux en termes de risque, mais d'apprendre en avançant. Donc, d'apprendre de manière empirique. Donc, on a lancé assez vite les actions de prospection et puis on a appris au fur et à mesure aux côtés de nos clients. J'ai prévu également en termes d'expérience, faire une petite comparaison rapide. Alors, avec beaucoup de précautions, ça ne concerne que notre domaine d'activité. De faire une comparaison rapide entre ce qu'on observe sur nos marchés en France avec les mairies et ce qu'on observe sur
sur nos marchés américains, sur notre marché américain qui est mairie, mais je répète, exclusivement dans notre domaine d'activité. On est sur des cycles de vente qui sont beaucoup plus courts. C'est très agréable, peut-être parce que les collectivités ont plus de moyens. On se rend compte qu'il y a vraiment une confiance, par exemple, ce qui a été dit tout à l'heure, il y a vraiment une confiance dans le contrat, qui fait que les relations sont beaucoup plus fluides. Il y a beaucoup moins d'inertie dans les prises de référence, la peur que peut avoir un acheteur par rapport à un fournisseur. Alors oui, ça implique des contrats plus lourds, ça implique un travail en amont plus important, mais derrière, c'est très fluidifiant sur le billing. Donc c'est des points de comparaison et de différence assez marquants avec la France qui sont très appréciables au quotidien en termes de commerce. Un autre volet important que je voulais évoquer, c'est tous les apports que ça nous, enfin, tout ce que ça nous apporte au-delà du développement du chiffre d'affaires. On est sur un marché qui est très concurrentiel dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Et nos concurrents américains sont très avancés techniquement et ça nous challenge vraiment sur les produits. Et toute notre activité, ça vous présentait que 20% du chiffre d'affaires, c'est vraiment toute notre activité sur à l'échelle de tous nos marchés qui en bénéficient parce qu'on doit vraiment se remettre en question par rapport à des concurrents à la pointe technologique. On a des clients qui sont très exigeants sur la notion de réactivité, aussi bien sur la relation commerciale que sur les respects des délais annoncés. Donc, ça nous challenge vraiment sur tous nos process, y compris sur ce point-là, sur toute notre activité. En marketing commerce, pour se différencier des concurrents, on est obligé vraiment de se challenger en permanence. Et même esprit, c'est toute notre activité qui en bénéficie. Et sur le management, c'était également évoqué tout à l'heure, il y a une culture managériale qui est différente par rapport à une volatilité un petit peu plus importante qu'on observe également. Et ça demande de toujours chercher à s'améliorer en management. Et sur ce point y compris, c'est toute notre activité qui en bénéficie. Donc voilà, sur ma courte intervention, ce qui est important de mettre en avant. J'ai fini, Patrick. Merci beaucoup, Eric, et encore une fois, désolé pour ces incidents techniques liés à ce webinaire, mais vous retrouvez à l'écran en fait des représentations des radars pédagogiques développés par Identité qui sont dorénavant en fait visibles sur les routes américaines. Alors on va aborder en fait à présent, et pour finir, il nous reste 5 minutes à peu près. Donc si vous avez des questions, moi j'ai une première question déjà qui s'adresse à nos deux dirigeants d'entreprise, donc à Michel et Eric. On a une question de la part d'une personne qui voudrait savoir c'est quoi le temps nécessaire pour réussir un projet de développement, un projet d'implantation sur un marché comme celui des États-Unis par rapport à vos expériences respectives. Alors, je vais faire très court, c'est une excellente question, parce que globalement, ça dépend vraiment du produit, de la capacité financière, des contacts déjà établis. Mais bon, globalement, nous, entre le moment où on trouve un terrain et le moment où on arrive à l'exploiter, on va dire qu'il nous faut à peu près 3 ans. En France, la moyenne, c'est plutôt 4 ou 5 ans. Et sur certains marchés, on met moins de 2 ans. Donc, on va dire que les États-Unis sont à peu près dans la moyenne. Eric bon, nous concernant, ça a été plutôt court, hein, comme je disais, ça a été 6 mois, mais je pense qu'effectivement, il y a autant de réponses que de contexte. En tout cas, on a pu aller vite. Si on voulait aller vite, on a pu aller vite. Ok. Mais merci à vous deux. On a une autre question de la part d'une personne qui assiste à ce webinaire. Et alors, ça s'adresse plus, je pense, aux personnes de Select USA. C'est comment se fait le lien entre Select USA et les agences locales de développement économique? Comment intervient Select USA? Je ne sais pas si Scott, vous souhaitez intervenir ou Olivier, mais comment en fait dans le parcours d'implantation d'une entreprise française, comment s'organisent les liens entre Select USA France basé à Paris d'un côté et ensuite vos homologues à la fois au niveau fédéral à Washington et ensuite au niveau local?
Olivier, tu veux? Oui, ben, je vais dire très rapidement. En fait, le programme Select USA a vocation à faciliter l'accès à l'ensemble des ressources qui existent aux États-Unis. C'est-à-dire que nous facilitons, nous essayons dans chaque circonstance, dans chaque cas, de trouver les points d'ancrage qui sont nécessaires au développement du projet de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si on peut poursuivre avec toi ou si c'est une autre personne. Est-ce que l'on a aujourd'hui une perspective d'ouverture des frontières pour tous les déplacements de Français vaccinés? Et est-ce que on a des perspectives de réouverture pour pouvoir se déplacer aux États-Unis et faire des affaires? Est-ce qu'Olivier, tu souhaites poursuivre? Alors oui, ben oui. Question pas facile. Oui, non, en fait, on ne peut qu'espérer qu'assez rapidement la situation redevienne beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile, je dirais, d'être précis dans la réponse, mais je pense que tous les espoirs sont permis et à une échéance qui soit assez courte. Parfait. Bon, on l'espère tous. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Je tiens à remercier l'ensemble de nos intervenants. Merci aussi à vous qui vous êtes connectés pour assister à ce webinaire organisé par l'ambassade des États-Unis en France, Select USA, l'agence fédérale américaine dédiée aux investissements étrangers sur le territoire US, et puis par Altios. Merci à Stéphanie pour ses lumières sur le cadre juridique d'une implantation aux États-Unis. Et merci encore vivement à Michel Durieux et Éric Cesbron, nos deux dirigeants d'entreprise qui ont pu aussi partager avec vous leur expérience de ce marché américain. Pour finir, je vais laisser le mot de la fin à Scott Pozil qui va pouvoir conclure avec vous ce webinaire. Merci, Patrick. Un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage. Chers participants, j'espère que cette session virtuelle vous aura apporté des éléments de réponse. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, le sommet de l'investissement Select USA 2021 est le plus important rendez-vous annuel pour la promotion des investissements directs étrangers aux États-Unis. Cette année, il se tiendra en virtuel du 7 au 11 juin 2021 et offre de nombreuses thématiques autour de l'investissement aux États-Unis, avec une combinaison de sessions plénières, de discussions informelles, d'ateliers et de tables rondes. Si vous souhaitez participer, nous travaillerons avec vous et votre équipe pour trouver un moment propice pour un enregistrement d'une heure. Veuillez nous faire savoir dès que possible si vous pouvez participer. Merci encore et bonne continuation. Merci à vous tous. Donc, si vous avez un projet d'investissement aux États-Unis, n'oubliez pas d'aller regarder sur Select USA Investment Summit par rapport à la session du mois de juin. Renseignez-vous, les équipes de l'ambassade des États-Unis d'Olivier Colette sont là pour y répondre. Et je vous donne un rendez-vous à un prochain webinaire ensemble. Merci à tous et à très bientôt.